Merci de votre invitation qui me permet d'être parmi vous et d'émettre quelques idées. Ma tâche est aisée et mon intervention ne sera pas trop longue car tout a été dit. Pascal, ce matin, a posé les fondements psychologiques solides sur lesquels Anne a élevé une brillante théorie linguistique convaincante. Nous sommes tous convaincus. Oui, il convient de féminiser les noms de métiers, titres et fonctions. Oui, et je vais peser chacun de mes mots, il convient, quand c'est souhaitable ou nécessaire, d'exprimer dans son discours la parfaite égalité des femmes et des hommes. Voilà. Alors du coup, Rodolphe vient de la rappeler, ayant en tant qu'universitaire travaillé sur l'histoire de la langue depuis les sermons de Strasbourg jusqu'à aujourd'hui, ayant en tant que haut fonctionnaire pratiqué la politique linguistique, je voudrais simplement, maintenant que nous sommes convaincus que tout a été dit, prendre un peu de recul. Pourquoi nous l'avons fait, comment et dans quelles conditions, et ce que ça signifie, ce que nous faisons. Voilà. Alors d'abord, la question de la norme, tout simplement. Et d'ailleurs, je conclurai sur la question de la norme, car nous sommes francophones, et donc nous aimons la grammaire, nous aimons la norme, et nous la cherchons. Vous savez, des travaux ont été faits sur le goût de la norme chez les francophones et sur l'insécurité linguistique. Les deux sont liés. D'abord, la question de la norme. Mes éminents prédécesseurs l'ont rappelé. En février 2019, l'Académie française a enfin épousé son siècle. Je suis français, donc l'Académie ne m'est pas indifférente. Et j'ai fait de la politique linguistique. Et c'est toujours dans le cadre d'un dialogue parfois musclé avec l'Académie. Donc pour moi, c'est important, même si c'est symbolique fortement, car la langue française est ce qu'elle est, une langue politique, une langue institutionnelle depuis toujours, et une langue dotée de grammairiens, d'ouvrages prescriptifs et d'un organisme de prescription éminent qui a un palais au bord de la Seine. Bien, donc l'Académie française a épousé son siècle. Quelques mois, je pourrais dire par vanité, après la publication de mon ouvrage, l'Académie française a fait volte-face. Les formes autrice, professeur docteur, agente, maîtresse de conférences, qu'elle considérait comme des barbarismes, des atteintes à l'oreille comme à l'intelligence grammaticale, étaient enfin admises, volte-face étonnante. Dans le Figaro, journal qui ne refuse rien à l'Académie française. Dans le Figaro de la semaine dernière, Madame Carrère-Andancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, déclarait, donc il y a quelques jours, que la forme autrice était très belle et très bien formée, et qu'elle-même était historienne, terme qui avait toujours été féminisé. J'ai pensé, Madame le secrétaire perpétuel, à une audace de fille de joie, car je suis affligé d'une bonne mémoire. Je sais que autrice était vomi par l'Académie française il y a encore très peu. Et j'ai là, chez moi, une capture d'écran du site de l'Académie française sur lequel on voit Madame Carrère-Andancos, historien. C'est donc une volte-face étonnante, éhontée, nous donnant raison. Nous avons gagné. Après 30 années de mépris que nous avions reçus parce que nous féminisions les noms de métiers. Une volte-face étonnante, mais qui est spectaculaire. Je connais bien l'histoire de l'Académie française, c'est mon métier, depuis 1635. Je ne connais pas de retour à Canossa comme a fait l'Académie. C'est donc important, ce phénomène de féminisation, dans l'histoire de la langue, et j'y reviendrai. C'est très important, vu que l'organisme éminent de prescription a dû faire une sorte de salto arrière accompagné de mensonges stupéfiants. Mais ce n'était pas grave, à tout pécheur, miséricorde. Je rappelle qu'en 2005, c'est-à-dire avant-hier, en 2005, j'avais lu dans Le Monde, journal de référence, le nouveau chancelier allemand, peu habitué et au talon haut, s'est dirigé malaisément vers le président français. Le président Jacques Chirac recevait
Angela Merkel, qui n'était pas un travelot. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on prend un peu de recul? D'abord, ampleur du phénomène. Je suis historien de la langue et ce qui m'intéresse aussi, et j'ai fait de la politique, c'est de rappeler la créativité de la langue française. Elle est en ce moment concurrencée par une langue, l'anglais international, qui a la vertu de créer beaucoup de vocabulaire, c'est vrai, et donc on a tendance à dire qu'il y a une grande facilité à créer en langue anglaise. Elle n'est pas moindre en français, le français crée beaucoup, et je m'emploie de conférences ou en livres, de livres en exposés, à rappeler la créativité de la langue française, qui a créé énormément de vocabulaire pour traduire des mots anglais. Nous avons un vocabulaire homogène en français dans les sciences et les techniques, avec toujours un peu de retard, mais une grande créativité. J'ai publié, il y a maintenant plus d'un an, rapidement un ouvrage sur le français pendant la pandémie, pour montrer que cette langue avait une réaction à la pandémie extraordinaire par la créativité, par le ressourcement de vieux termes, et couvillon qui était revenu, par la création, confinement, déconfinement, redéconfinement, pré-redéconfinement, etc. L'italien, qui est une des langues parlées dans ce pays et qui m'est cher, a toujours dit lockdown pour le confinement. Encore récemment, on dit lockdown en italien. En français, on a dit confinement et on a créé toute une famille. Il a fallu, dans les dictionnaires, faire rentrer très vite déconfiner, redéconfiner, et puis on peut s'amuser, pré-redéconfiner, ainsi de suite. Le français de la pandémie a été extrêmement réactif et créateur. Il faut le rappeler. Hein, le français n'est pas la langue poussiéreuse que l'on protège, qu'on l'en croit protéger, qu'est de Conti. C'est une langue moderne qui dit le monde moderne et qui évolue rapidement. La créativité est donc un des thèmes importants en tant que linguiste et en tant que responsable de la politique linguistique. Eh bien, la féminisation, pour moi, c'est aussi un signe de bonne santé de la langue. C'est-à-dire qu'en quelques années, on a créé toute une série de mots nouveaux de féminin. En 97, à la demande du Premier ministre Lionel Jospin, j'ai fait très vite un rapport justifiant la féminisation des noms de métiers. Je dirigeais à l'époque l'Institut national de la langue française, un gros laboratoire du CNRS, et un soir, Olivier Schrammeck, le directeur de cabinet de Lionel Jospin, m'appelle en me disant « Bernard, on a besoin de toi, il y a eu un problème au Conseil des ministres ce matin, une nomination a été bloquée parce que, chose étonnante, on ne disait pas encore une ministre a osé lever le doigt et a bloqué une nomination parce qu'on allait nommer une femme directeur de ministère. Et donc, blocage au Conseil des ministres, Lionel, Premier ministre, était plutôt pour, et chose étonnante, Jacques Chirac, cohabitation musclée, vous vous rappelez, était pour. Donc maintenant, il faut que tu fasses un rapport pour prouver qu'on avait raison de le faire. Je lui ai dit, mais quel ministre a osé bloquer ça? Il m'a dit, huis clos du Conseil des ministres, je ne peux pas te dire, mais je te dirai son prénom, Ségolène. Bien. On doit beaucoup à Ségolène Royal, du moins en France, beaucoup, beaucoup. Et donc, il a fallu, naturellement, en 8 jours, parce que les politiques sont pressés, faire un rapport justifiant historiquement, linguistiquement, morphologiquement, la féminisation. Et d'ailleurs, dès le vendredi, Jacques Chirac a nommé cette femme, décret, dans l'histoire de la langue, il l'a nommée directrice de ministère. Voilà. Tout a basculé, et la France étant ce qu'elle est, du moment qu'en Conseil des ministres, on s'est mis à nommer des ambassadrices, des préfètes, tout a suivi. C'est juste le contraire du Québec. Hein. Québec, c'est le peuple qui a décidé de féminiser. On est en France, ça se passe en Conseil des ministres, et le surlendemain, l'Académie française s'est roulée par terre. Bien sûr, a commencé. Bien. Et donc, je dirigeais un laboratoire doté d'ordinateurs. Nous nous sommes fait communiqué par le ministère des Affaires sociales 25 000 dénominations de métiers, et appliquant les règles bien connues que Anne a mises au point, que la commission Groult avait mises au point, que l'on connaît bien, appliquant les règles de dérivation morphologique, nous avons dans une nuit féminisé 25 000 noms de métiers. Mais aisément, aisément. Alors, quels sont les problèmes? Mais ils sont infimes. Le matelot, la matelote. Bon, la matelote, c'est un plat de poisson, mais ça peut changer. Le camelot, la camelote.
Bah, d'accord. Le médecin, la médecine, ainsi de suite. C'est rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Les seuls vrais problèmes, c'était les mots en heure. Car vous savez, on l'a appris à l'école primaire, les mots en heure liés à un verbe ont un féminin automatique en euse. Chanteur, danseur, etc. D'où le problème. Pour professeur, est-ce lié à professer? Alors l'Académie vous dira qu'on professe une foi, mais on ne professe pas une discipline. Ou bien ingénieur. Il n'y a pas de verbe, il y a un vieux verbe ingénier en ancien français, mais qui signifiait tromper, comme vous savez. Donc, il y avait là un petit problème, et j'insiste, déjà, il a été résolu par les Québécois. C'est-à-dire que les Québécois et les Québécoises sont allés chercher dans ce pays qui a été longtemps un pays chrétien, géré par l'Église, sont allés chercher un suffixe heure que l'on connaît dans supérieur, prieur, ainsi de suite. Et l'ont adopté, c'est-à-dire qu'il y a une pratique québécoise de dire une professeure avec E-U-R-E. Et d'ailleurs, dans plusieurs parties de la francophonie, on ne prononce pas le E final. Dans d'autres, on le prononce. Et c'est ce que j'appelle le suffixe québécois que nous avons adopté, et c'est quand même étonnant qu'en quelques mois, le français ait adopté un nouveau suffixe, complétant la morphologie, et maintenant, si on invente un métier en heure, on aura son féminin aussitôt, E-U-R-E, sans aucun problème. Il faut donc se rappeler qu'on a là un des changements les plus rapides, les plus massifs, les plus généraux de la langue française, et surtout fait dans l'esprit de la langue, puisque celle-ci a créé un suffixe, elle a généralisé un suffixe, ce qui est une bonne chose. L'autre problème, Anne l'a rappelé dans son exposé extrêmement complet, c'est un problème sémantique. Nos adversaires ont dit « ha 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 ha, la cafetière, on peut pas appeler une femme d'un nom d'ustensile ». Et que fait-on avec la cuisinière, qui désigne à la fois le réchaud et la personne qui travaille. Et je me permettrai d'ajouter à Anne que, par ailleurs aussi, si on est troublé par l'ambiguïté, or, l'ambiguïté, elle est dans toutes les langues, par l'ambiguïté de cafetière, l'ambiguïté du masculin n'a troublé personne. Si je dis « ma sœur aime les avocats un peu mûrs », personne va dire « ah non, la langue est défectueuse ». C'est-à-dire que le masculin, lui, peut être ambigu, parce que c'est le privilège du masculin, ou ma sœur aime les financiers, car ils sont délicieux. Financier est un gâteau, comme vous savez. Parfait. Donc, en fait, il faut toujours raisonner en linguiste, c'est-à-dire il y a de l'ambiguïté dans la langue. Il y a même pas mal d'ambiguïté en français, pour des raisons que l'on connaît. C'est une langue qui a beaucoup d'homonymes. Cafetière est ambiguë, comme cuisinière l'est. Mais heureusement, et ce que les académiciens ignorent, c'est qu'on n'utilise pas seulement des mots, on fait des phrases et des discours. Et ce qui importe dans le langage, c'est le contexte, le cotexte, comme dit Anne. Et donc, généralement, eh bien, on ne confond pas les cuisinières, comme on ne confond pas les avocats. Voilà. Et c'est donc par jeu, simplement, qu'on peut faire des phrases où on tâte un avocat, ainsi de suite. C'est par jeu. Parfait. Donc, les problèmes ont été résolus. On a un changement linguistique stupéfiant. Bien. Deuxième point que je voudrais dire, et là, ça concerne la norme. Ce changement linguistique, pour la première fois dans l'histoire de la langue, il provient d'un pays qui n'est pas la France. Vous vous rappelez que le berceau historique de la langue française, là où elle s'est séparée du latin, c'est la Belgique et la France, qui sont les deux berceaux de la langue. Mais les Belges francophones et les Français sont maintenant minoritaires numériquement en francophonie. Et c'est ça qui importe. Il faut bien en voir les conséquences. Et la preuve, nous l'avons, en tant qu'historien de la langue, pour moi, les manifeste, voilà un changement linguistique qui a commencé au Québec. Alors, nous le savons tous pourquoi, dans quel contexte, la Révolution tranquille, l'accès des femmes québécoises à toutes les professions et leur désir d'avoir des professions nommées au féminin. Tout ça, c'est très clair, mais la chose a commencé au Québec et puis est passée en Suisse,
en Belgique, on le sait, et puis, comme un nuage de Tchernobyl, le mouvement s'est arrêté à la frontière française, puisque les douaniers en habits verts ont bloqué ce changement pendant une trentaine d'années. Bien. Et puis, j'ai rappelé la volte-face récente de l'Académie. Ça pose un problème, c'est-à-dire que la langue française est toujours liée à un organisme de prescription qui est formé majoritairement de messieurs parisiens, écrivains ou autres, il y a aussi des prélats naturellement, et qui ont autorité sur la langue. Ce n'est plus tenable, nous le savions depuis longtemps, mais maintenant que des changements linguistiques ont lieu ailleurs, ça veut dire que le français a une norme générale qui évolue et qui peut bouger en provenance d'autres pays. De même, j'ai publié, je me cite, excusez-moi, c'est La rançon de l'âge, j'ai publié un livre intitulé « Enrichissez-vous par les francophones » dans lequel je donne environ 600 mots issus de la francophonie et qui sont remarquables, qu'il faut adopter. Le agendé suisse pour noter dans son agenda. Moi, je note dans mon agenda. En Suisse, on agende une réunion depuis le début du XXe siècle. C'est excellent. En Afrique, on sieste, on enceinte quelqu'un, après l'avoir amouré, on grève aussi souvent, en France aussi, on grève pas mal, ainsi de suite. Et puis, on confiture ses tartines. C'est très bien. D'ailleurs, depuis, moi, je les Nutelle, et ça va très bien. Parce que je suis d'origine piémontaise. Et donc voilà, donc il y a aussi le désir de dire c'est une langue mondiale, il y a des innovations qui sont bonnes pour tous. De même que la féminisation a été bonne pour tous, de même, faire son plein d'essence dans une essencerie, comme au Sénégal, c'est très bien. C'est mieux qu'une station-service qui est un anglicisme stupide. Voilà. Alors, troisième point. J'ai dit que je serais bref. Il faut se méfier des conférenciers qui annoncent qu'ils seront brefs. Ce sont les plus longs, généralement. Troisième point, ce que je veux dire, c'est que la féminisation des noms de métiers, et ce que Anne appelait la féminisation lexicale, c'est-à-dire les noms de métiers, c'est un phénomène qui redonne à la langue son mouvement naturel. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que, en français, le nom de métier, la fonction, le titre sont liés au sexe de la personne. Et je vais dire sexe comme toi, parce que genre est ambigu. Nous sommes linguistes, nous savons ce que c'est que le genre. C'est une catégorie grammaticale. Le genre est une catégorie grammaticale qui se définit par les accords qu'elle induit. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que le genre? C'est qu'après table, on dit elle est grande, la table, et non pas elle est grand. C'est ça le genre. C'est une question d'accord. Donc pour moi, le genre, c'est une catégorie. Bien. Alors, donc, la règle, c'est nom de métier, fonction, titre, est lié au sexe de la personne. Bien. Et c'est comme ça que cela a marché jusqu'au XVIe siècle. Et donc, quand on prend des relevés, des rôles de taille à Paris au XIIIe siècle, avec des listes de métiers, on voit serrurier, serrurière, ainsi de suite. C'est-à-dire que tout est féminisé, avec déjà peut-être quelques emplois conjugaux, bien sûr, mais tout est féminisé, et en particulier dans les métiers nobles, comme écrivaine, qui est attestée, comme autrice. Les académiciens ignoraient que autrice a été abondamment attestée au sens d'écrivaine, mais au sens de femme responsable. Catherine de Médicis, autrice de la Saint-Barthélemy, dit-on, par exemple. Donc le mot existe et rien pour moi ne le sépare d'actrice. C'est le même mot. Et puis, que s'est-il passé? Ce que j'appellerais, en paraphrasant Michel Foucault, le grand renfermement féminin. À partir du XVIIIe siècle, dans la société bourgeoise, les femmes n'ont plus accès à certaines professions. Et donc, les mots féminins tombent en désuétude, ou bien, et c'est ça le génie de la langue en quelque sorte, sont utilisés autrement. Et à partir du XVIIIe siècle commence ce que j'ai appelé dans mon livre l'empire du féminin conjugal. Pratiquement jusqu'à nous, c'est-à-dire que le féminin est conjugal. Un exemple, première édition du dictionnaire de l'Académie française, 1694, ambassadrice, femme envoyée en ambassade. Ouvrez Saint-Simon. Saint-Simon raconte qu'on a confié des ambassades, alors
non pas au sens moderne, mais des mandats, des missives, des missions. On a confié des ambassades à des femmes, et ce sont des ambassadrices, dit Saint-Simon. Et du coup, l'Académie dit ambassadrice, femme envoyée en ambassade. Deuxième édition, 1718, le grand renfermement est passé par là, ambassadrice, épouse d'un ambassadeur. Femme, on dit à l'époque, femme. Et l'Académie n'en a jamais démordu. Elle a seulement remplacé femme par époux. Dans le dictionnaire actuel, dont on annonce la publication l'année prochaine, vous verrez, parce que malgré leur saut arrière, ils n'ont pas touché à leur dictionnaire, ils sont dessus depuis tellement longtemps, ambassadrice, femme d'un ambassadeur. Dans le Petit Larousse, épouse d'un ambassadeur n'est même plus relevé. Dans le Petit Larousse, 1905, ambassadrice, femme d'un ambassadeur, et 2023, ambassadrice, personne, femme, représentant de façon permanente son pays auprès d'un autre pays. C'est clair. On n'a même plus gardé, je suis conseiller du Petit Larousse, on n'a même plus gardé l'emploi conjugal. Entre-temps, un emploi conjugal gigantesque et qui emprunte toutes les professions. La présidente de Tourvel, que séduit Valmont dans les Légions dangereuses, c'est l'épouse du président. Elle n'est pas présidente, bien sûr. Et donc, on en a toute une série et ça descend. Alors, ce qui est intéressant, j'ai pas eu le temps de le faire, c'est voir jusqu'où ça descend. J'ai trouvé dans un roman des frères Goncourt une adjudante pour la femme d'un adjudant. Ça me semble descendre assez bas, parce que c'est plutôt pour les professions nobles. Mais on peut avoir, alors la mairesse, épouse du maire, bien sûr, l'adjudante, épouse de l'adjudant. Il y aura une thèse à faire sur le féminin conjugal. D'où il vient, comment il s'est étendu, comment on l'a dans la littérature et dans la presse. Un exemple extraordinaire, Littré. Le grand Littré, que nous adorons tous, en plus c'était un grand républicain, Littré, article étudiante de Littré. Grisette du quartier latin, dans Littré. Et Larousse, que j'aime encore plus, Larousse, Pierre Larousse, étudiante, petite amie d'un étudiant du quartier latin. Et il ajoute, ce qui est scandaleux, on les appelle étudiantes parce qu'elles n'étudient pas, mais elles distraient et empêchent les étudiants d'étudier. Pierre Larousse, le grand républicain, ami des communards. Vous vous rendez compte? La misogynie. Et donc, étudiante, parce que les filles n'avaient pas accès au enseignement supérieur. Donc, étudiante, c'est la petite amie, la grisette, celle on leur abandonne, et il y en a nombreuses chez Zola. Et puis, qu'est-ce que s'est passé? Eh bien, les filles en ont eu marre, et quand elles ont eu accès à l'enseignement supérieur, elles ont décidé de s'appeler étudiantes. Ça s'est posé sans problème. Le problème, ça a été quand, enfin, tardivement, les filles ont eu accès aux études supérieures. Et quand on a une première jeune femme a eu un diplôme de pharmacien. Comment se faire appeler? Comment être respecté de sa clientèle? Parce que la pharmacienne, c'était l'épouse. Et donc, elles ont bricolé quelque chose que les puristes ont trouvé admirable, forcément, parce que les puristes étaient généralement des messieurs, misogynes, et qui aimaient bien qu'on impose du masculin aux dames. Elles ont inventé Madame le pharmacien. Ce qui est, pour les linguistes de la salle, scabreux, avec toutes les conséquences que ça a. Le ministre est enceinte, ou bien les accords, le capitaine prieur, etc. Madame le pharmacien. Et donc pendant 50 ans, on a eu quelque chose de boiteux que l'Académie a trouvé admirable et a voulu imposer, qui est Madame le masculin. Voilà. Ça ne pouvait pas tenir. Ça a tenu bien une cinquantaine d'années jusqu'au jour où les femmes nommées dans les ambassades ont dit « Écoutez, moi je suis ambassadrice » et voilà. Recteur de l'agence universitaire, j'ai passé mon temps dans les ambassades et à chaque fois je demandais à une femme chargée de l'ambassade « Comment dois-je vous appeler ?» Alors, quelques ambassadrices en fin de carrière me disaient « Madame l'ambassadeur », mais toutes les autres « Madame l'ambassadrice ». J'ai vu, dans ma vie d'homme, j'ai vu le changement linguistique. Et maintenant, c'est fait, les femmes sont ambassadrices et elles ont tout à fait raison. Et donc, on a un phénomène qui est tout simplement social. Anne l'a dit, c'est parce que les femmes n'ont pas eu accès à des professions éminentes, on les a exclues, que le féminin est tombé en désuétude
est devenue conjugale et il a fallu bricoler, revenir à un fonctionnement normal. C'est fait, cela a pris du temps. Et donc, nous sommes donc dans le fonctionnement normal de la langue. C'est ce fonctionnement qui avait été entravé. Les vrais défenseurs de la langue, c'étaient celles et ceux qui décidaient de s'appeler ambassadrices et préfètes. Et les puristes avaient tort. Ils ont mis du temps, mais ils l'ont reconnu. Donc, la féminisation, c'est un hommage rendu à la langue française. Elle revient à son cours normal. Alors, il faut garder ça en tête quand on aborde la question de l'écriture inclusive, qui pour beaucoup est une sorte d'extension du domaine de la lutte, je dirais. On a commencé avec les noms de métiers, titres et fonctions, ce qui est bien. Ça veut dire qu'on fait attention à ce que l'on dit, on vérifie que les femmes ne sont pas dominées par le masculin. Maintenant, on va le vérifier dans d'autres domaines de la langue. C'est un raisonnement qui se tient. On va voir en général ce que j'appellerais une sorte d'hygiène de la langue, c'est-à-dire que de même que vous et moi, nous ne disons plus travailler comme un nègre, nous ne parlons plus de nègre dans l'édition, nous faisons attention à ce que nous disons, eh bien, de même, je pense qu'il y a une hygiène de la langue et qu'il faut veiller à ce que, dans son discours, quand c'est nécessaire ou souhaitable, l'égalité entre hommes et femmes soit énoncée. Voilà. Et qu'en particulier, les femmes ne soient pas minorées par des pratiques linguistiques. C'est de l'hygiène et c'est une bonne chose de parler d'écriture inclusive au sens, non pas d'écriture, mais de langage inclusif. On vérifie que, quand c'est nécessaire, l'égalité est énoncée. Et ça, c'est tout à fait important. Mais, là encore, il y a un réel de la langue. La féminisation des noms de métiers a servi ce réel. D'ailleurs, ce réel a montré qu'il était très efficace, morphologique, etc. Et c'est l'universel. Or, il faut faire attention, il y a des énoncés universels dans la langue. Quand je parle d'un nom de métier, je parle toujours d'une personne, ou bien de plusieurs personnes, mais vues comme uniques, c'est-à-dire Madame Dupont, elle est ambassadrice, ou elle est préfète, ou elle est procureure, ou boulangère. Voilà. Mais au pluriel se pose la question de la mixité, et Pascal y a fait allusion, la mixité des groupes humains. Les groupes humains sont cités dans le discours. Est-il nécessaire de signaler qu'ils sont sexuellement mixtes? Je répondrai, en tant que linguiste, pas toujours. Si je dis « les Hollandais surveillent leurs digues », je veux dire par là les personnes, quel que soit leur sexe, qui habitent la Hollande, surveillent leurs digues. Et il n'est pas intéressant pour moi de signaler à mon interlocuteur ou à mon futur lecteur que ces Hollandais-là sont de deux sexes. Si je veux le faire parce que c'est nécessaire ou parce que c'est souhaitable, je dirais les Hollandais et les Hollandaises surveillent leurs digues. Ça veut dire que les Hollandaises aussi, mais sont soucieuses des digues. Mais je peux laisser croire à mon interlocuteur, mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu penses que les femmes s'en fichent ou que c'est un métier d'homme? Vous voyez ce que je veux dire? Si je dis les Hollandais et les Hollandaises surveillent leurs digues, je dis, attention, j'insiste, les Hollandaises aussi. Pourquoi? Métier d'homme, surveiller les digues? Vous voyez? Et donc, c'est le thème de ma deuxième partie, j'avance. C'est-à-dire qu'en fait, je crois à l'hygiène du discours, je crois à la distance critique par rapport à ce qu'on dit, à la réflexion. On ne dit pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe comment, il faut anticiper ce que l'autre va penser. Et que va-t-il penser si je tiens à dire que le groupe humain que je vise est mixte? C'est important. Le sens du discours tient aussi à sa réception. Et donc, ce que je veux dire, et c'est évident au pluriel, et Pascal et Anne l'ont dit, c'est-à-dire qu'au pluriel, il y a un emploi, par plaisanterie, je pourrais dire inclusif, du masculin. C'est-à-dire qu'il y a un emploi du masculin qui inclut tous les sexes, parce que la notion de sexe n'est pas pertinente. Et ça, c'est un emploi qui est historiquement
dès les premiers textes. Il est d'ailleurs en latin, il est dans d'autres langues romanes. Le français participe d'un phénomène général. En italien, i figli, c'est à la fois les fils et les enfants. Quanti figli? Ah, t'as combien d'enfants? Quanti figli? Eh ben, figli. Quanti figli? Tu as combien d'enfants? Combien de fils? Dit l'italien. Donc en fait, il y a dans les langues romanes et dans les langues indo-européennes une tendance à utiliser un masculin qui est inclusif, je dirais, qui inclut les deux sexes. Mais le masculin, c'est aussi une catégorie grammaticale qui, quand elle désigne les animés, renvoie aussi au mâle. Les Hollandais surveillent leur prostate. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté. Et donc les Hollandais, c'est deux choses. C'est les habitants de la Hollande et puis c'est les habitants mâles. C'est-à-dire que le masculin miroite. Voilà. Alors que le féminin, lui, c'est clair. Je dis les Hollandaises surveillent leur utérus, c'est clair. Elles ne peuvent pas surveiller leur prostate, du moins actuellement. Bien. Et donc, il y a un emploi du masculin très évident au pluriel qui a deux significations. Et quand je dis miroite, parce que j'ai pris des cas extrêmement clairs, des exemples de grammairiens, mais très souvent, on a des passages de l'un à l'autre. Les Hollandais aiment leur roi, les Hollandais aiment la bière, et les Hollandais se rasent tous les matins. Vous voyez, dans cette phrase, je suis passé d'un emploi à l'autre. Et je peux par jeu dire les Hollandais boivent de la bière, aiment leur roi et se rasent tous les matins. C'est-à-dire que le masculin a les deux emplois et on passe aisément de l'un à l'autre. Très aisément, trop aisément. D'où, et ça sera en conclusion, la nécessité d'être très attentif à ce que nous disons. Cela se retrouve aussi au singulier, c'est moins évident, mais si on a l'exemple du pluriel, on le voit très bien. C'est-à-dire qu'au singulier, le hollandais peut être aussi, cette fois-ci, neutre, générique et désigner toute personne vivant en Hollande. Et c'est ainsi, Anne a fait allusion, que l'on écrit le droit. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. J'espère qu'il y aura en France une présidente de la République, enfin, il y en a une dont j'espère pas l'élection, mais j'espère que, mais j'espère qu'un jour, une femme, eh bien, on ne changera pas la Constitution. L'Académie disait, il faudra changer la Constitution. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Cette femme occupera les fonctions de président de la République. Elle sera la présidente et nous lui dirons « Madame la Présidente », mais elle occupera les fonctions de président de la République. Et on ne changera pas la Constitution qui continuera à dire « Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans ». C'est-à-dire qu'au singulier, on a du masculin générique. Anne a montré tout à l'heure une annonce d'emploi infirmière ou infirmier en chef. Vous vous rappelez? C'était de façon inclusive. Il y avait une parenthèse. Ce qui m'a intéressé, c'est en chef. En chef n'a pas changé. On est infirmière en chef. Parce que en chef, c'est quasiment adverbial. Et donc quoi, mes chers amis? Et donc au masculin. Car, si on est linguiste, on regarde la langue en général, et non pas dans le petit canton, comme dirait Pascal, de la féminisation par écriture inclusive, la langue en général. Et en français, on a un emploi assez général du masculin neutre. Je n'y peux rien. Il pleut. Alors on peut par plaisanterie, si on est un poète ou une poétesse, écrire « elle pleut ». C'est très joli. Ou bien, comme chez moi à Lyon, ça pleut, ce qui est très bien, c'est beaucoup plus neutre. Mais il pleut, je n'y peux rien, c'est du masculin générique. Un autre exemple, j'ai publié, décidément, je vieillis, j'ai publié l'an dernier un livre sur l'accord du participe passé, que j'ai appelé participe qui ne passe pas. Et le participe passé, bon, mon ami Eliane Viano fait partie de ces linguistes qui militent pour
la simplification de l'accord du participe passé. C'est un accord que l'on n'entend pratiquement plus à l'oral. Il y a une cinquantaine de verbes qui ont un participe passé distinct au féminin, comme les livres que j'ai écrits, les lettres que j'ai écrites. Donc on l'entend très peu à l'oral. Peu de gens le font, etc. Donc il y a de solides arguments. Il y a quelques linguistes belges qui sont pour la neutralisation de l'accord du participe passé. Fort bien, pourquoi pas, très bien. Mais ces linguistes qui militent pour la neutralisation de l'accord et qui sont par ailleurs farouchement pour l'écriture inclusive, mon amie Eliane n'a jamais protesté contre le fait que si on n'accorde pas le participe passé, on utilise le masculin dans tous les cas. Car les livres que j'ai écrits, je suis désolé, c'est du masculin. Et si vous dites les lettres que j'ai écrites, ben vous allez utiliser, il n'y a pas de 36 solutions. En français, il y a du masculin ou du féminin. Et donc, les lettres que j'ai écrites, c'est une généralisation, je suis désolé, du masculin. Et donc, là, mon argument est un peu pervers, tant pis, mais tout de même, donc les linguistes qui militent pour la simplification de l'accord du participe passé militent de fait pour une généralisation de l'emploi du masculin générique. Là, il y a comme une petite contradiction que je vous laisse estimer. Alors, je ne vais pas être trop long, mais je pourrais parler du pronom yel, mais d'autres en ont parlé. Même chose, c'est-à-dire que le pronom yel est intéressant, mais pour l'instant, je ne connais qu'une forme sujet. Étant linguiste, je sais qu'un pronom n'existe pas seul. Le pronom, c'est un système. Il faut donc un complément direct ou indirect. Deuxièmement, le pronom induit des accords. Accord de participe passé, accord de l'adjectif. Yel est heureux ou heureuse, par exemple. Voilà. Donc, ainsi de suite, il y a des problèmes qui relèvent du réel de la langue. Et ce que je voulais dire, c'est que certains phénomènes qui sont vantés actuellement ne sont pas des hommages à la langue. C'est autre chose. C'est-à-dire que c'est une volonté de faire bouger la langue, de changer la langue, c'est-à-dire de mettre en cause la généricité du masculin, pourquoi pas, et donc considérer que le féminin peut être générique, mais tout est possible dans la langue. Mais il faut le dire. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne respecte pas le réel de la langue, et comme disait Clémenceau, les faits ont l'inconvénient d'être. Il y a un réel dans la langue. Si on le change, il faut le dire. Il faut le dire, et dans ce cas-là, il faut mettre en œuvre les organismes de prescription, l'Office québécois de la langue française, le Conseil de la langue du Québec, l'Académie française, pour décider que nous changeons des éléments importants de la langue, sémantiques, morphologiques, ainsi de suite, que nous créons des pronoms. Ça ne se fait pas impunément, dans la mesure où on touche à un système morphologique, sémantique et syntaxique, avec le régime des accords, qui est très important en français. Et donc, Madame la vice-rectrice tout à l'heure citait, et Pascal l'a fait à la fin, citait les inconvénients évidents de l'écriture inclusive. Tout le monde en est d'accord. C'est une typographie difficile à maîtriser, bien sûr. C'est une typographie difficile à lire. C'est une typographie qui n'est pas encore décidée. Point médian, parenthèse, crochet, etc., ainsi de suite. Moi, j'ajouterais qu'elle me paraît bien insuffisante et inférieure à la simple reduplication. Voilà, ça c'est mon premier point. C'est-à-dire qu'il y a tout dans la langue, quand on veut dire qu'un groupe humain est sexuellement mixte, par exemple, à ce concours d'entrée dans une école militaire, il y a un examen de lancer du poids. Eh bien, je dis, les candidats et les candidates sont convoqués à l'épreuve de lancer du poids. Et ça, je dois le dire. C'est nécessaire, c'est important, parce que le lancer du poids, tout le monde le fait. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, eh bien, la bonne vieille reduplication, tout simplement. Ça ne gêne pas. En plus, il n'est pas toujours nécessaire de signaler la mixité d'un groupe. On ne va donc pas, à
tout instant dire les voyageurs et les voyageuses. Je reprends l'exemple d'Anne. Ce train arrive à son terminus en gare de Lausanne, tous les voyageurs sont priés de descendre. On ne va pas s'amuser à dire tous les voyageurs et toutes les voyageuses. Sinon, on laissera entendre qu'elles sont en train de se pomponner, de se coiffer et elles traînent. Vous voyez, ça peut être très désobligeant. Donc, quand c'est nécessaire, la reduplication, point barre. Alors, l'écriture inclusive, c'est une typographie. C'est une typographie pour les offres d'emploi. D'ailleurs, c'est l'exemple que l'on a pris, c'était les offres d'emploi. J'ai participé à une émission directe sur Europe numéro 1 avec des jeunes linguistes favorables, dont Julie Neveu, pour qui j'ai beaucoup d'estime, favorable à l'écriture inclusive. Et puis on a pris quelques auditeurs en direct. Et une dame nous a dit eh bien moi je viens de terminer un roman entièrement en écriture inclusive. Et là j'ai vu la tête de Julie Neveu qui faisait bah oui, parce que même quand on défend l'écriture inclusive, l'idée d'un roman où tout serait avec des parenthèses, des points, etc., est un peu suffocant tout de même. Alors donc, mais outre ça, et je termine, j'ai encore 5 minutes, donc outre les difficultés techniques, alors qu'il y a tout ce qu'il faut dans la langue, quand c'est nécessaire. Outre les difficultés techniques, je dirais deux choses. Tout d'abord, je crains que l'écriture inclusive, et je vais être franc avec vous, nous sommes entre collègues, je crains qu'il y ait là une sacralisation de l'écriture. Je le dis. J'appartiens à un courant de pensée qui a été créé à Lyon en 1542 par Louis Maigret, qui est le premier réformateur de l'orthographe. Je cite Louis Maigret parce qu'il était lyonnais comme moi. C'est-à-dire que nous appartenons à un courant de pensée. J'ai fait la plus récente à mon corps défendant, je suis encore tout couturé de cicatrices, la dernière réforme de l'orthographe. La guerre de du nénuphar, c'est moi. Bien, donc, j'ai vu ce que c'est, toucher l'orthographe. Pas commode, nénuphar, circonflexe. On avait touché à un circonflexe. Depuis, j'ai écrit un livre sur l'accent circonflexe pour comprendre pourquoi on l'aime tant. Et donc, nous sommes partis, nous, d'un courant de pensée qui rappelle que l'orthographe est un code qui a été adopté par l'Académie française, qui a été changé 36 fois par l'Académie française. Et ce code doit être transparent, clair. Il faut montrer aux enfants qu'il n'est pas sacré, qu'on peut le faire bouger. Et voilà que, pour les meilleures raisons du monde, on va en rajouter. On va en rajouter et on va créer des fautes d'orthographe. Car si vous ne respectez pas l'écriture inclusive, vous faites une faute. J'ai discuté récemment avec une étudiante de Sciences Po Lille qui me dit qu'une copie qui n'est pas écrite en écriture inclusive perd des points. Mesdames et messieurs, nous passons d'un purisme à l'autre. Nous sommes en train de renforcer la sacralisation de l'orthographe française. Avec les meilleures intentions du monde, on nous complique l'orthographe et on nous demande de la respecter. Sinon, nous serons mal vus. Je m'inquiète. Et je m'inquiète aussi d'une sorte de respect de la lettre du texte que je vois dans d'autres secteurs, mais je ne dirai rien de plus, mais je pense qu'en ce moment, le fondamentalisme de la lettre fait des ravages dans d'autres secteurs de pensée, en particulier religieux, et donc il est temps de rappeler, quand on est républicain, laïque, homme des Lumières, ce qui est mon cas, de rappeler que la lettre le cède devant l'esprit, et qu'on ne va pas sacraliser la lettre, et que le point médian, pour moi, pour les militantes du point médian, a un petit peu de sacralité que je retrouve dans le goût pour circonflexe des puristes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous me poussez, et je vais me laisser pousser, je dirais, nous sommes en train de passer d'un purisme à l'autre. Et cela me gêne, parce que le puriste, c'était un adversaire, pour moi, toute ma carrière, bien clair. Et puis je découvre, je dirais, sur ma gauche, un autre purisme. Voilà. Deuxième point, c'est la norme. C'est-à-dire qu'en fait, je crains que l'écriture inclusive devienne, pour des raisons administratives, dans les universités, dans les entreprises, dans les administrations, devienne une sorte de norme. Or, historien de la langue, je sais qu'une norme est arbitraire, qu'elle change, et qu'il faut enseigner aux enfants à l'école à la fois le respect de la norme, mais leur enseigner d'où vient la norme et qu'elle peut changer. Et je termine sur l'esprit critique. Monsieur a posé une question sur l'école. Eh bien, je rebondis. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai dirigé l'enseignement français primaire
en France et préparer des programmes en bon républicain, je crois, l'esprit critique, notamment en matière d'enseignement grammatical. Or, ce qu'il faut enseigner d'urgence, c'est l'ambiguïté du masculin. Non pas enseigner l'écriture inclusive dans tous les cas, partout. Non, il faut enseigner aux enfants que le masculin miroite, que parfois, et c'est rare, parfois il est totalement générique, parfois il est totalement mâle, mais que très souvent, un énoncé est ambigu, et que donc, on ne doit pas produire d'énoncés ambigus quand on veut parler clairement et être efficace. Je ne suis pas victime du mythe de la clarté française, mais je suis linguiste et je sais que nous donnons des contenus, des informations. Nous voulons faire réagir l'interlocuteur. Et donc, il faut prévoir, anticiper sa réaction. Il faut donc enseigner à l'école la dualité du masculin. On ne va pas mettre en cause ce masculin depuis des millénaires, il est comme ça, je n'y peux rien. Moi-même, je suis contre l'hiver, je trouve qu'il fait froid l'hiver. Bien sûr, j'aimerais l'été tout le temps, mais c'est comme ça. Et donc, personnellement, je regrette que le masculin soit générique, mais c'est comme ça. Bon, on ne va pas changer. Donc, on va enseigner aux enfants l'ambiguïté, c'est-à-dire que d'une façon générale, l'école, et l'école, pour moi, l'école de la République, est une école des Lumières, une école de l'esprit critique, et qui enseigne, et Marc Wilmey le faisait tellement, l'enseignement de la grammaire, c'est un enseignement de réflexion. Parce que l'enfant possède un bagage linguistique déjà, mais il n'a pas, on lui enseigne à réfléchir à ce bagage. Comment il est fait, d'où il vient, histoire de la norme, à quoi il sert, et comment on bâtit un énoncé qui correspond à ce qu'on veut dire. L'hygiène de la langue. Et je crois que l'esprit critique, une conception un peu laïque de la langue, désacralisée, je ne dis pas démasculinisée, parce que on n'a pas tellement masculinisé la langue, c'est elle-même qui était comme ça. Je crois qu'un enseignement laïque de la langue, critique, scientifique, est bien supérieur à ce que j'appellerais, tant pis, je me lâche, un néopurisme, une nouvelle sacralisation de la langue, fondée sur les meilleures intentions, naturellement, mais on connaît la fable du pavé de l'ours, et je ne voudrais pas qu'on fracasse le crâne de la langue française avec les meilleures intentions. Voilà, merci beaucoup.